Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Diclio. Aujourd'hui c'est les vacances et je vous propose une vidéo sur le thème du bon goût. On va parler boule à facettes, musique disco, pâte d'éléphant et Clio, tu fais quoi là? Donc tu me rends tout de suite ma caméra, ok? Ouais, mais le disco, j'ai pas envie. On a dit que c'était les vacances, on pourrait se faire plaisir du coup, non? Je te préviens Clio, si tu me parles encore de ton Childéric 2... Childéric! Non mais aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer une bande dessinée qui a fait l'enfance de beaucoup d'entre nous. Enfin, pas la mienne évidemment, parce que je suis née en... Enfin non, je suis très jeune, hein. Mais voilà, je veux te parler d'Astérix et de ses liens avec l'histoire. Ah mais c'est pas bête ça. Tiens, bonne idée pour une fois. Clio, rends-moi ma caméra. Jamais je veux des excuses. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Astérix et son fidèle compagnon Obélix, sans oublier le petit chien Idéfix, sachez que leurs aventures se déroulent dans une antiquité totalement imaginaire et délirante, où la Gaule a été complètement conquise par Jules César, sauf un petit village. Clio, je te laisse continuer. Clio, c'est à ton tour là. Oh non, hein, tu vas pas bouder. Ça va, je reviens. C'est bien parce que c'est l'esprit des fêtes, hein. Alors oui, dans cette version de l'histoire, le petit village gaulois d'Astérix continue à résister encore et toujours face à l'envahisseur romain grâce à l'aide d'une potion magique. Bon alors du coup là, de prime abord, j'avoue que je vois pas trop le rapport avec l'histoire, ni avec les recherches historiques. Mais quelle impatience! Une seconde Clélia, j'y viens. Mais commençons par le commencement. Qui a créé Astérix? T'attends vraiment une réponse de ma part en fait, c'est ça? Oui, donc je dirais par René Goscinny et Albert Uderzo. Il me semble que c'est écrit sur les bandes dessinées. Oui, merci Clélia. Mais qui sont Goscinny le scénariste et Uderzo le dessinateur? Je vais te le dire, hein. Goscinny, qui est né en 1926, est le fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est installés en France. Mais à l'âge de 2 ans, toute la petite famille Goscinny s'installe en Argentine où René grandit en suivant des cours au lycée français. Devenu jeune adulte, déjà pourvu d'une imagination débordante, il se voit dessinateur. Il tente de réaliser ce rêve aux États-Unis, notamment en essayant de se faire embaucher par le roi de l'animation, Walt Disney, mais en vain. Il est obligé de constater que ça ne fonctionne pas et finit par rentrer en France. De l'autre côté, Albert Uderzo a 1 an de moins, il est né en 1927, et lui aussi il est fils d'immigrés, mais italien cette fois-ci. Et c'est un dessinateur confirmé puisqu'il tente d'écrire ses propres bandes dessinées en inventant ses propres personnages. Mais alors du coup, comment ils se sont rencontrés ces deux-là? Alors c'est en 1951, alors qu'ils travaillent tous les deux dans l'antenne parisienne de la World Press, un studio belge qui fournit des pages de bandes dessinées à des éditeurs d'hebdomadaires pour la jeunesse. Ils ont tous les deux 25 ans et ils partagent un désir commun, celui de faire évoluer la bande dessinée humoristique vers moins de mièvrerie. Et soyons clairs, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Absolument, Goscinny lâche ses pinceaux pour sa machine à écrire. Désormais, il va écrire des scénarios pour des histoires qu'Uderzo dessinera. En 1959, avec Charlier et poussé par un certain François Cloteau, ils mettent au point un énorme projet. En effet, il faut imaginer qu'à l'époque, à l'exception des magazines belges Tintin et Spirou, les journaux étaient remplis de BD américaines. Goscinny et Uderzo veulent stimuler la création française avec un hebdomadaire pilote. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Clélia, mais ce magazine aura une influence considérable sur une génération de dessinateurs et de lecteurs. Le seul petit problème, c'est que pour leur page de fin, il leur manque une petite bande dessinée. Goscinny va alors avoir une idée, celle d'adapter de manière humoristique et beaucoup plus moderne un écrit du Moyen-Âge que vous connaissez peut-être puisque c'est le roman de Renard. Sauf que, il y a eu un petit problème. À 2 mois de la sortie du journal, ils s'aperçoivent que ça existe déjà. Alors, en août 1959, ils se réunissent pour trouver une autre idée. C'est finalement l'histoire des Gaulois qui est choisie. Uderzo raconte « En un quart d'heure, tout était en place. Nous nous sommes inspirés de ce qu'on avait appris à l'école sur les Gaulois. Un barde, un druide, un petit village, des guerriers, ça n'allait pas plus loin. » À l'époque, on s'imagine que le héros doit absolument être jeune et absolument être beau pour que le lecteur puisse s'identifier à lui, un peu comme dans les comics américains. Oui, mais pour Goscinny, demander à quelqu'un ce qu'il aimerait, c'est déjà fini puisque nous sommes là pour surprendre le lecteur. S'il connaît les histoires avant nous, ça ne lui plaira pas. Contrairement donc à l'avis d'Uderzo, Goscinny crée Astérix.
Ah ouais, ça ressemble pas trop, hein. Et on lui adjoint une sorte de gros bêta, Obélix, dont l'inspiration vient probablement du duo américain Laurel et Hardy, que Goscinny adore. Les aventures d'Astérix deviennent autonomes dès le début des années 1960 et sont publiées sous forme d'albums. Et ça marche du tonnerre. On vend environ 10 000 exemplaires pour le premier tome, Astérix le Gaulois en 1961, 400 000 pour Astérix chez les Bretons en 1966, 1 200 000 épuisés en 2 jours pour Astérix chez les Normands en 1967. Ah oui, donc c'est carrément la folie en fait. En 1965, Pilote devient le journal d'Astérix et d'Obélix. Et attends, la même année, le premier satellite français porte le nom d'Astérix. Oui, on trouve des articles de presse jusque dans le New York Times. Astérix se vend comme des petits pains dans de nombreux pays, comme l'Allemagne ou plus étonnant, l'Indonésie. Il faut dire que l'humour d'Astérix et Obélix est diablement efficace, et en particulier s'il est bien traduit. En fait, tout est une affaire de parodie. Goscinny et Uderzo ne prennent absolument rien au sérieux, et certainement pas l'histoire de la Gaule romaine. Non, en effet, l'humour repose en particulier sur l'insertion de références complètement anachroniques dans le récit, qu'elles soient anciennes ou populaires, qui provoquent un décalage irrésistible. On ne les comprend pas forcément toutes, mais il y aura toujours un niveau de lecture qui va nous convenir. Sans oublier les jeux de mots, les calembours, les parodies et les caricatures des personnalités célèbres des années 1960. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu m'as toujours pas expliqué le rapport entre Astérix et l'histoire, hein. J'attends. Justement, j'y arrive. Notre ancêtre, Astérix le Gaulois. Pardon, mais c'est quoi ce titre ? Eh bien, il ne t'aura pas échappé que l'histoire d'Astérix se déroule dans l'Antiquité. Pour cela, Goscinny s'est pas mal renseigné. On sait qu'il avait chez lui les commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, dont il se moque d'ailleurs à plusieurs reprises, mais aussi la vie quotidienne à Rome de Jérôme Carcopino et l'histoire de Rome d'André Pigagnol. Ah, ça je sais qu'il ne parlait pas du tout latin, et d'ailleurs pour toutes les citations latines, il va utiliser les pages roses du Petit Larousse, ce qui explique en tout cas son sens du détail. Absolument, mais Astérix fait en réalité plutôt référence non pas à l'histoire antique telle qu'elle s'est réellement déroulée, mais plutôt l'histoire de la Gaule et des Gaulois telle qu'on l'enseignait à l'époque. Donc en fait ce que tu veux dire c'est que Goscinny va caricaturer l'histoire qu'on lui a apprise à l'école. Tout à fait. Son inspiration est celle des manuels scolaires de la Troisième République, qui commencent par la célèbre phrase « Nos ancêtres les Gaulois ». Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'une vision totalement fantasmée de l'histoire de la Gaule qui relève du roman national. On y raconte que les Gaulois sont grands, blonds et que leur plus grande peur est que le ciel leur tombe sur la tête. On y fait aussi un sacré mélange en prétendant que les chefs gaulois montent sur des boucliers, sur des pavois, ce qui n'est en réalité attesté que bien plus tard, à l'époque de Clovis et des Mérovingiens. En fait, l'idée derrière Nos ancêtres les Gaulois, c'est de glorifier une origine mythique de la France et dans un but identitaire. Par exemple, on va pas hésiter à glorifier le personnage de Vercingétorix, qui s'est opposé à César, qui a été battu à Alésia. On en fait quelqu'un de noble, de courageux, de grandiloquent. Bref, un personnage héroïque. Et c'est immédiatement détourné par Astérix qui fait de l'événement de la soumission de Vercingétorix non pas quelque chose d'épique, mais une parodie ridicule. Du coup, en utilisant ces clichés et cet imaginaire, Goscinny va s'assurer que tout son public français va le comprendre, puisqu'ils les ont tous appris à l'école en fait. Mais en plus, il va les détourner pour se moquer un peu de ce côté fantasmé, et il va aussi les mettre à distance pour pouvoir s'en détacher. Et oui, ces clichés sur les Gaulois viennent souvent des textes romains qui les connaissent très peu et qui racontaient parfois un peu n'importe quoi. Par exemple, ils laissent penser que les Gaulois mangeaient beaucoup de sangliers dans des banquets. Les historiens savent, eux, que d'une part, parler de Gaulois est problématique parce que la Gaule n'a pas vraiment de réalité à l'époque et qu'elle est habitée par des peuples différents, et d'autre part, qu'ils sont plutôt des agriculteurs qui mangent très peu de sangliers. Tous ces événements n'étant pas historiques, rien ne les empêche d'être comiques, a dit Goscinny. Mais n'empêche que même s'il va essayer de se moquer de ces clichés, Astérix ne va quand même pas les casser pour de bon. Je suis sûre que pas mal de gens pensent que les Gaulois vivaient vraiment comme dans la BD. Et c'est la rançon du succès. Pourtant, dans cette bande dessinée, Goscinny et Uderzo ne parlent pas vraiment de l'Antiquité, mais bel et bien de leur propre époque, dont ils se moquent tout aussi allègrement. Astérix au prisme de son époque. Alors moi j'ai une petite question Clio. Est-ce que finalement l'occupation de la Gaule par Jules César,
ce ne serait pas une métaphore de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors Goscinny et Uderzo ont toujours nié, mais c'est vrai que pour deux hommes qui étaient enfants lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait peut-être quelque chose de jouissif à voir que les perdants pouvaient toujours résister et avec facilité. D'ailleurs, dans les tomes de la BD, les Germains, appelés les Goths dans la série, c'est aussi une appellation anachronique, sont caricaturés en chefs militaires avec des casques à pointe. Ce sont les fameux équipements des soldats allemands de la Première Guerre mondiale, et ils ont un accent qu'on retrouve aussi dans des films français sur l'occupation et la résistance à l'époque. Et quand on lit Le Bouclier Arverne, on peut se dire que ton idée, Clélia, n'est pas si absurde. Durant ce tome, Astérix et Obélix se rendent dans l'antique ville de Vichy pour rechercher le bouclier de Vercingétorix. Un bouclier à Vichy, tu l'as, Clélia ? Alors est-ce que tu veux faire référence à la croyance complètement affondée selon laquelle Pétain et le régime de Vichy avaient servi de bouclier face à l'occupation allemande, alors qu'en fait ils avaient tout simplement collaboré? Et je n'aurai bientôt plus rien à t'apprendre. C'est ça, et à la fin du tome, Astérix s'aperçoit que le bouclier en question est déjà en possession du chef du village gaulois résistant. Selon Didier Pazamonique, les auteurs sont influencés par le mythe selon lequel toute la France aurait résisté, mythe qui ne sera d'ailleurs ébranlé que dans les années 1970. En tout cas, si les auteurs ne parlent pas de la Seconde Guerre mondiale, ils parlent quand même d'indépendance et de résistance qui sont des thèmes assez universels et qui expliquent peut-être une partie de leur succès. Et qui, selon les journaux américains de l'époque, sont à mettre en lien avec la politique internationale du président français, De Gaulle, qui souhaite que la France ne dépende d'aucune autre puissance. D'ailleurs, tu nous disais que Astérix faisait surtout référence à l'époque de sa création. Ça signifie donc qu'il nous donne une sorte de cours d'histoire sur les années 1960 à 1970. Ce n'est pas faux, on trouve en fait dans Astérix deux enfants d'immigrés qui font un portrait de la France de cette époque. Les albums témoignent de l'organisation de la société des 30 Glorieuses, de son imaginaire et de sa culture. Les 30 Glorieuses, pour rappel, c'est une période de prospérité économique pour la France qui voit l'avènement à la fois des classes moyennes mais aussi de la société de consommation. Et tu m'impressionnes de plus en plus. Et oui, Astérix raconte l'exode rural lorsque les jeunes du village préfèrent aller vivre en ville, l'urbanisme des années 1960 avec son habitat standardisé qui dévore de plus en plus les villages et les banlieues, le début des loisirs avec les vacances dans le sud, ou le Tour de France par exemple. On trouve également de nombreuses caricatures de célébrités du temps comme Jean Gabin, Lino Ventura, Pierre Tchernia, les Beatles, Annie Cordy, Guy Lux. Ok, mais alors en quoi ça nous dit quelque chose sur la société de l'époque? Eh bien réfléchis, si on les caricature dans les albums, c'est qu'on sait que les lecteurs vont les reconnaître. Et oui, ça témoigne en fait de l'importance que prend la télévision à l'époque en France. Désormais, les Français visualisent ces gens-là. Donc en gros, les Gaulois sont des caricatures des Français du XXe siècle, et ce, jusque dans leur misogynie. Tu as tout compris, mais ce n'est pas tout. Astérix dans l'histoire de la bande dessinée. Ah oui, mais tu l'as déjà dit ça, Clio. Astérix est vendu à 320 millions d'exemplaires, il a été traduit en 120 langues, et Goscinny serait même l'auteur français le plus lu dans le monde. Oui, mais écoute-le un instant. Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs. Les gens ont commencé vraiment à lire de la bande dessinée, à en parler pour une fois d'une façon qui n'était pas péjorative. Donc si je comprends bien, le succès d'Astérix a permis à la bande dessinée de gagner en légitimité et de devenir le 9e art que l'on connaît aujourd'hui. Absolument. Et Goscinny a aussi transformé le scénariste en star. Avant lui, c'était un métier qui n'existait quasiment pas, qui était très mal considéré et qui touchait quasiment rien après la vente de l'album. En procédant au découpage du scénario page par page et même case par case, Goscinny met au point un système d'écriture hyper efficace. Célèbre, et peut-être même plus que le timide Uderzo, il apparaît souvent à la télévision, il écrit pour le Petit Nicolas, Lucky Luke, Is No Good. Bref, à sa mort en 1977, il a transformé la façon de faire la bande dessinée. Bref, on le voit grâce à toi, Clio, avec l'histoire on peut lire de façon complètement différente Astérix. Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu quitter votre village pour venir nous rendre visite en direct sur ce plateau. Vous n'avez pas le trac, au moins? Bah, non. Moi, je suis plus à l'aise avec les Romains, mais ça va. Astérix et vous, Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français? Caricature vous-même? C'est quoi, les Français? Enfin, physiquement, déjà, vous êtes l'un tout petit et l'autre très gros. Bah, ce n'est pas de notre faute. C'est Goscinny et Uderzo qui nous ont fait comme ça.
Qui c'est qui est gros? Et si vous voulez en savoir plus, on vous conseille la lecture de ce très bon petit livre, Astérix ou la parodie des identités. On vous met l'auteur et les références dans la barre d'infos. Pour les Parisiens, sachez également qu'il y a en ce moment 2 expositions très intéressantes sur le sujet à Paris. La première est à la Cinémathèque et la deuxième au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et attends, c'est moi qui coupe la vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos! Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.